Hello chers tous, très heureux de vous savoir en parfaite santé des différents endroits où vous vous trouvez. J'ai l'habitude de le dire, Yebelardo, Yebelardo, Yebelardo. Un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous aujourd'hui une femme au parcours incroyable. Elle ne cesse de me challenger, elle ne cesse de marquer l'histoire, elle ne cesse vraiment de booster tout le monde, quoi, allant des plus jeunes aux plus vieux. Elle a beaucoup de choses à dire et c'est un réel plaisir pour nous de recevoir Madame Amélie. Madame Amélie est autrice de plus de 25 livres. Vous pouvez imaginer 25 livres. Non, j'ai assez parlé d'elle. Elle va se présenter elle-même. Bonjour Madame Amélie. Bonjour, GM. Très heureux de te recevoir. Merci, tout le plaisir est pour moi. Mais déjà, sens-toi à l'aise. Est-ce que tu es à l'aise? Très, très bien, ça va. Voilà, on est dans Deep Conversation. Madame Amélie, est-ce que tu peux te présenter de la meilleure des façons? Si aujourd'hui on te donne l'opportunité de te présenter, comment est-ce que tu vas te présenter? Ok. Alors, j'aime bien souvent me présenter de deux façons parce que je dis que il y avait le avant et maintenant il y a le après. Mais pour faire court, je me présentais simplement. Je suis Amélie Akwemo. Je suis fondatrice de la plateforme HBIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Donc, je suis précédemment auditeur financier et contrôleur interne. Donc, j'ai porté plusieurs casquettes dans le domaine des finances et aujourd'hui, je suis entrepreneur et fondatrice de la plateforme HBIS. Entrepreneur. Dit comme ça, au fait, on peut se dire, mais c'est rien, c'est pas lourd ce qu'elle dit. Quelque part, tu nous as pas caché des choses. Je pense qu'on va le dévoiler au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'interview. Voilà. Parce Effectivement, que j'ai beaucoup de casquettes. je vous assure qu'elle vous a caché beaucoup de choses. Mais déjà, comment est-ce qu'on arrive à quitter un gros groupe, un cabinet où tu étais auditrice pour des gros clients, pour se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce que l'appel à entreprendre était plus fort que ce salaire? Alors, je pense que comme la plupart des personnes, moi, j'avais pas spécialement pensé que j'allais me retrouver dans l'entrepreneuriat au début de ma carrière. Je pense que j'étais vraiment tranquille à faire ma vie le plus paisiblement possible. Et je dirais que c'est l'entrepreneuriat qui est venu me chercher, en fait. Et contrairement à d'autres qui avaient déjà peut-être la flamme d'entrepreneur, c'est vrai que je faisais des choses en parallèle à côté de mon travail. Mais l'entrepreneuriat, c'était vraiment la grande découverte, je pense, qui s'est imposée un peu à moi quand le Covid est arrivé. Comme je l'explique un peu dans mon tout premier livre, d'ailleurs, qui s'appelle La puissance du service. Je crois que c'est le service qui m'a amené qui m'a amené dans l'entrepreneuriat. Okay. Donc, voilà, je travaillais pour une banque et c'était une jeune banque qui venait de se lancer et qui avait des activités au niveau des aéroports. Et quand le Covid est arrivé, bah, en fait, les premières mesures, c'était tous les vols annulés. Donc, comme on faisait principalement du change au niveau des aéroports, bah, en fait, l'activité s'est arrêtée vraiment au lendemain du Covid. C'était mort. Voilà, c'était irrécupérable. Irrécupérable. Et je crois que c'est là où mon parcours d'entrepreneur aussi a commencé, parce que comme j'explique dans le livre, ça aurait pu être une période sombre de ma vie. Et je pense qu'à un moment donné, comme tout le monde, je me suis retrouvée à la maison et je me suis demandé qu'est-ce que tu vas faire. Tu as fait de la finance, tu as fait des études en finance, tu as travaillé dans le domaine de la finance. À quoi ça va te servir en plein Covid? Parce que, en fait, je ne m'étais jamais vraiment projetée dans cette vie d'entrepreneur. Parce que moi, je pense que comme la plupart des personnes, bah, j'étais tranquille dans mon métro boulot dodo et ça m'allait très bien. Et, mais à ce moment-là, c'était une grosse période de réflexion où je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et j'explique un peu dans le livre que c'était une période vraiment qui aurait pu devenir une période sombre parce qu'il y a eu beaucoup de dépression pendant le Covid. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi et qui se sont retrouvées vraiment down parce que le Covid était un peu la grosse surprise qui est arrivée sans que personne ne voit vraiment venir. Mais c'est une période qui m'a beaucoup, beaucoup bénie parce que c'est une période qui m'a permis de comprendre qu'il y avait d'autres mondes à explorer. Donc, si j'essaye bien de comprendre, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat après le Covid. Tout à fait. Et tu as écrit ton premier livre après le Covid. Tout à fait. Donc, si je prends Covid 2019 par là, à 2024,
Tu écris 25 livres. Donc, Tu fais comment? Ou bien, attends, Alors, j'aimerais que ça soit un peu plus clair dans ma tête. Ou bien, assure-moi dans la tête de nos différents abonnés. 2019, le Covid, je n'avais pas encore commencé l'entrepreneuriat. J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2022. Que ce soit l'entrepreneuriat, il faut le rappeler. En 2023, parce que tu vas nous en parler davantage parce que tu formes énormément de personnes. Tout à fait. Même les enfants. Tout à fait. Vraiment, j'ai vu un peu ce que tu proposes en termes de formation. C'est tout simplement incroyable. C'est-à-dire que tu peux prendre un enfant, l'accompagner tout au long de son parcours de vie, jusqu'à la maturité, jusqu'au mariage. Au fait, tu es tellement... à la limite, tu es spécialiste sur presque toutes les étapes importantes en fait, de la vie d'un être humain. Et on va en parler un peu plus dans l'émission. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'écriture précisément. Est-ce que tu as commencé à écrire avant ou après le Covid? Alors, non, du tout. Avant le Covid, j'avais jamais écrit de livre. J'avais juste certains fichiers où j'avais déjà à cœur de poser certains textes. Et comment en moins de 5 ans, tu as écrit 25 livres? Je pense que ça s'est fait en, disons, 2 ans et demi, pour dire exactement. Parce que mon tout premier livre il est sorti en septembre 2021. Et par la suite, ça s'est enchaîné. Waouh. 25. Je crois qu'aujourd'hui, je suis à 30. Mais où est-ce que tu trouves déjà tes inspirations? Alors, tu t'inspires quoi? De la Bible, de la vie ou bien des expériences professionnelles? Alors, c'est un peu un mixte parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien comprendre les choses en profondeur. Et donc, c'est vrai qu'il y avait déjà des thématiques qui me parlaient, sur lesquelles, en petits groupes comme ça, au quotidien, j'encourageais des personnes à faire certaines choses. Et je faisais vraiment beaucoup de choses, mais sans vraiment avoir le côté conscient, en fait, de l'impact ou alors de comment est-ce que ça impactait la vie des personnes. Mais mon aventure dans l'écriture a véritablement commencé dans le service, en fait. Parce que c'est le service, quand je suis arrivée à l'académie, bon, je sers sur la plateforme qui s'appelle l'Académie MMLMMJE. Donc, la fondatrice, c'est Béatrice Infine, que je bénis au passage, vraiment. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a énormément bénie à travers sa plateforme. Donc, au lendemain du Covid, je me suis retrouvée à me demander qu'est-ce que j'allais faire. Et puis, le Seigneur faisant les choses, il m'a connectée à cette dame-là, à cette maman-là, parce que c'est une maman pour moi, qui m'a simplement... Voilà, qui m'a simplement donné la possibilité, en fait, de pouvoir venir servir sur sa plateforme. Et quand je suis arrivée, au départ, j'avais ce qu'on voit de l'entrepreneuriat et les réalités de l'entrepreneuriat. Et pour moi, quand je suis arrivée, j'avais encore, je pense, cette naïveté du salariat où tu arrives et puis tu essayes de bien faire. Mais je pense que j'étais déjà aussi dans un processus parce que j'avais intégré un peu l'association Faiseurs d'Espoir, pour ceux qui la connaissent, où il y avait quand même pas mal d'enseignements. Et puis, bon, les enseignements aussi que j'avais du côté de l'Église m'aidaient énormément. Donc, le pasteur parlait beaucoup du service, mais je me disais, mais qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie, quoi. J'entendais, mais je pense que je ne comprenais pas. Mais je sais quand même qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée, je me suis dit, bon, ici, si tu as l'opportunité de faire quelque chose, fais-le bien et fais-le de la meilleure des façons. Fais-le comme tu ne l'as jamais fait dans ta vie. Et je me rappelle, pour la petite histoire, j'aime pas beaucoup en parler, mais j'aime pourtant, je vais quand même livrer tous mes secrets. Vas-y, je suis impatient d'écouter. Donc, je me rappelle quand j'ai commencé, je pense que c'est en 2020, parce que pendant la période du Covid, comme tout le monde, j'ai eu une période où je me suis posé des questions. J'ai commencé à essayer de me former, de faire des petits trucs à gauche, à droite, d'apprendre, d'essayer de comprendre comment lancer une activité, mais sans aller plus loin que ça. Je pense que c'est vers fin 2020, donc quasiment octobre-novembre 2020, que je rejoins ces équipes. Et quand j'arrive, je me rends compte que c'est une très, très grande opportunité parce qu'elle me fait confiance sans me connaître. Et elle était très, très ouverte. Vraiment très ouverte. Pour moi, limite, j'étais like, ça, c'est vraiment une connexion, quoi. Et je me rappelle, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je veux servir, mais s'il te plaît, ne me mets pas dans un endroit où
ce n'est pas ta volonté parce que je sais que Ça va aller dans tous ça, les sens. oui, ça va pas m'aider. Donc, j'étais vraiment en mode, Seigneur, s'il te plaît, Et elle t'a mets-moi appris beaucoup de choses, cette dame? énormément de choses. Déjà, c'est ce que je dis, tout a même commencé en réalité là-bas parce que, en fait, elle a une académie justement où elle accompagne les jeunes filles et les dames, donc les jeunes filles à la préparation au mariage et les mariés qui ont des couples en crise justement à pouvoir... D'où tu as appris beaucoup de choses, par exemple, le protocole d'Éden. D'où effectivement... Malheureusement, tu ne vas pas nous en parler aujourd'hui. Peut-être lors d'une autre émission. Oui, tout à fait. D'où, effectivement, j'ai appris quand même pas mal de choses avec elle. J'ai beaucoup grandi à ses côtés et j'y suis toujours, donc je continue toujours à grandir d'ailleurs. Mais le côté extraordinaire, en fait, de l'histoire, c'est que quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je pouvais faire, mais qui n'existaient pas encore, mais qui demandaient énormément de travail. Et donc, j'ai pris le pari sur moi pendant 3 ou 4 mois de délaisser totalement ce que je faisais. Et je pense que j'ai travaillé en moyenne 10 à 16 heures par jour pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passait. En fait, pour vraiment comprendre à fond et venir et servir, si je peux dire ça, parce que je me disais, non, il faut que quand j'arrive, les choses bougent. Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment un monde totalement nouveau. Donc, il y avait tout à apprendre sur tous les sujets, sur tous les domaines. Et j'étais like, OK, ça change vraiment de là où je fais mon boulot. Et je suis partie. Et pendant que tu parles, moi, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Une fois que tu as fini ton parcours, bon, tu es toujours avec cette dame, mais tu as écrit par la suite un livre sur le service que j'ai lu. Et c'est d'ailleurs même l'un des sujets sur lesquels nous avons échangé pour la première fois lorsqu'on s'est rencontrés. Je vous assure que cette dame, elle m'a bousillé la tête, elle m'a chauffé la tête avec, je crois que c'est la puissance du service. Oui. Elle m'a changé carrément la perception du service. Et elle était là en train de me raconter des histoires, genre, tu dois servir avec ton don, avec ton talent, avec ton argent. Je dis, ok, ça a l'air intéressant. Le service t'ouvre les portes auprès des rois. Ok, je dis, mais là, ça devient intéressant, là, ouvrir les portes auprès des rois. Je dis, mais est-ce que tu l'as pas écrit quelque part? Et puis, tu me dis, non, mais le livre est là. Et ce jour-là, j'avais prévu acheter un livre. Je suis allé peut-être potentiellement avec 4 ou 5 livres. Alors, qu'est-ce que tu as retenu comme leçon sur le service? Aujourd'hui, si on te dit c'est quoi le service pour toi? Au fait, adresse-toi en même temps et aux chrétiens parce que tu es chrétien et en même temps aux laïcs, au fait, pour faire comprendre un peu la valeur du service. Alors, justement, je vais peut-être continuer un tout petit peu et puis revenir à ta question parce que à l'issue de cette période, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire. Okay. C'est comme si je quittais un monde où j'avais genre une compétence pour aller dans un monde où j'avais acquis 10 compétences en fait. Et je me rappelle, je me suis assise un jour et je me suis dit, c'était comme je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que tout le monde ne sert pas? C'était ça, ça, c'est une bonne question. C'était ça parce que je me rendais compte que ça faisait exactement peut-être 10 ans que je travaillais, mais que j'avais la possibilité d'offrir ce que je savais faire, même gratuitement, pour permettre à des milliers de personnes de pouvoir changer leur vie. Et ça m'a juste mis down. Parce que je me suis dit, mince, ce que tu transportes, si tu l'avais mis en plus de ton employeur au service de d'autres personnes, tu aurais changé la vie de milliers de personnes. Ou tu aurais contribué en tout cas significativement à pouvoir améliorer la vie de milliers de personnes. Et ça m'a tellement bouleversée parce qu'en allant de révélation en révélation, je me rendais compte que mais en fait, le service, c'est un hôtel, le service, c'est une porte, le service, c'est une formation, le service, c'est une opportunité, le service, c'est une c'est des connexions de destinée. Le service te permet de posséder des territoires étant dans ton propre territoire. Le service te connecte. Je me disais, mais qu'est-ce qui ne pense... Et donc, c'est comme ça. À la base, j'avais déjà prévu, j'avais à cœur d'écrire un livre cette année-là. Et je me rappelle en début de cette année, quand je priais pour chercher la direction, je m'étais dit, j'avais reçu que j'allais écrire des livres, 3 livres.
Et quelques temps après, il y a une soeur qui m'appelle. Elle me dit, Amélie, le Seigneur m'a montré que tu vas écrire 3 livres. Je dis, pardon. En mode, tu peux confirmer comme ça. Et on était en avril. J'avais rien Rien commencé. écrit, rien. Rien du tout. Page blanche. Quand je te dis rien, vraiment Mais elle rien. t'appelle et te dit, le Seigneur me dit. Elle me dit, il m'a montré. Un jour, elle est dans sa voiture, elle est aux États-Unis, elle lance l'audio, le voice. Elle me dit, Emily, est-ce que tu vas bien? Ah, ce matin, j'ai fait un rêve sur toi. Le Seigneur me montrait que tu vas écrire 3 livres. Je dis, bon, ok. Merci Seigneur de confirmer parce que je pense que on est au mois d'avril et j'ai 0. Je me dis, mais c'est quoi le truc? Donc, effectivement, c'est pour ça que franchement, le service, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que la dame, justement, que je sers, elle devait intervenir sur une plateforme et justement, elle devait parler du service. Et je ne sais plus trop comment ça s'est passé, ce qui s'est passé ce jour-là, et j'ai dû la remplacer en réalité. Donc, c'est comme ça que je vais parler du service, qui est aussi un peu quelque part mon témoignage. Et les gens ils ont commencé à être bénis, vraiment tellement bénis. Et une dame qui me dit, mais est-ce que tu ne peux pas mettre ça par écrit? Il faut que tu mettes ça par écrit. Je me dis, bon, ok. Donc, elle me dit, non, si tu te concentres, juste ce que tu as partagé avec nous, tu le mets par écrit. Vraiment, tu peux en faire, voilà, tu peux en faire un livre, un contenu. Jusque-là, ok, bon. Et à un moment donné, je pense vers le mois de mai, parce que j'étais en Afrique, et quand je retourne en Europe, je crois au mois de mai, par là, je me pose et puis je commence à rédiger. Je me dis, à la base, je voulais écrire déjà un livre, d'abord sur les finances, et c'est venu fortement dans mon cœur d'écrire le livre sur la puissance du service, parce que en fait, c'était une réponse. Ce que je voyais, c'est que c'était une réponse à tellement de personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées, que ce soit la précarité, le chômage, la pauvreté. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on est au chômage, dans notre tête, ça connote avec le fait de « je ne sers à rien ». Mais non, tu as l'opportunité, justement. Tu as l'opportunité en or. Voilà, l'opportunité, le chômage est une opportunité en or de pouvoir se déployer. Et ça, au moins, du service. Totalement. Et je t'assure que si ce n'était pas la grâce de Dieu, je crois que cette clé-là, j'aurais jamais pu la découvrir. Je me rendais compte que en 3 mois, en moins d'1 an, j'avais fait tellement de pays, j'ai voyagé. En fait, ça m'avait tellement de portes. Et moi qui avait quasiment 0, qui n'était même pas capable de pouvoir, entre guillemets, générer un revenu en dehors de mon travail, je me suis dit, mais ok, comment est-ce que je vais faire pour écrire un livre? Je me suis jamais formée en livre, je connais pas. Et exactement là où je servais, il y avait une avec qui je m'entendais super bien, qui était déjà auteure de 2 livres qu'elle avait déjà publiés. Et c'est comme ça. Et de surcroît, elle m'appelle, elle me dit non, le Seigneur me met à cœur qu'on doit bosser ensemble, qu'il faut que tu sois ma binôme. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Bonne nouvelle. J'ai dit d'accord. Je ne suis même pas repartie vers elle. C'est peut-être 1 mois et demi après que ça revient dans mon esprit. J'ai dit, et pour moi, de base, c'était même pas vraiment par rapport au livre. Mais c'est là où tu vois que vraiment dans le service, je t'assure que c'est... On se découvre, au fait. Combien de temps j'aurais pu tourner en rond pour connecter à ce genre de personnes? Et c'est quoi aujourd'hui pour toi le service? Pour moi, le service, c'est vraiment un moyen par lequel Dieu transforme radicalement et drastiquement nos vies. En réalité, j'ai compris que quand tu sers, c'est pas tant la personne que tu sers, en fait, c'est toi-même. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussée. C'est ça, je pense que le Seigneur voulait que je mette dans ce livre pour dire aux personnes, en fait, tu as l'opportunité. C'est juste que cette opportunité-là n'a pas la forme que tu veux. Tu vois, quand Joseph s'est retrouvé en prison, son lieu de service, ce n'était pas le lieu qu'il voulait. La prison ressemble à un lieu de service où personne ne veut aller. Ça, c'est vrai. Mais le chômage représente un lieu de service où personne ne veut aller. Ça, c'est vrai. Personne ne veut être au chômage. En fait. Exactement. Ça représente, tu vois, le lieu où... Moi, je déteste le chômage. Mais en réalité, il n'y a pas de chômage. Il y a juste des personnes qui décident de ne rien faire. Parce qu'en réalité, le temps du chômage, c'est juste le temps où tu dois capitaliser pour aller bénir d'autres personnes. Mais très peu, en fait, comprennent, en tout cas, c'était mon cas, comprennent que c'est un temps d'opportunité, en fait. Et c'était un peu ça, vraiment, le message fort que j'ai compris. Je me suis dit, mince, non, tu n'es pas au chômage. Tu as l'opportunité d'aller mettre ce que tu connais à profit et derrière grandir. Parce que la réalité ou la beauté, c'est que plus tu donnes, plus tu reçois.
more you give, more you receive. Plus tu sers, et le verset qui est venu, juste like, je crois que c'était juste génial. Jésus dit, si tu veux être le plus grand, sois serviteur. Et je me suis dit, mais en fait, donc j'avais cette clé devant moi. Mais et je tournais en rond pendant des années à me torturer. J'avais cette clé. Qui est le service. Qui est le service. J'avais l'opportunité, en fait, de faire mes classes. Mais j'étais là, me dit, moi, si on ne me paye pas, je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Moi, je ne peux pas faire quelque chose gratuitement. En fait, j'avais la mentalité, tu vois, qu'on a aujourd'hui, qui, au final, est destructrice, en fait. Donc, ce que tu essaies de nous dire, avec des mots plus simples, c'est que tu le veuilles ou pas, tu dois travailler gratuitement pour des gens. C'est ça? Non, c'est pas ce que je dis. Au fait, dans une interprétation terre à terre, tu dois servir auprès de quelqu'un sans attendre quoi que ce soit en retour. Tout à fait. Maintenant, ce que tu essaies de faire passer comme message derrière cette approche, c'est que quand tu sers quelqu'un sans attendre quelque chose en retour, au fait, tu es le premier gagnant. Tout à fait. Et tu gagnes quoi? Justement. En fait, c'est ça, au fait. Tu gagnes quoi? Je vais y répondre. En fait, tu sais, quand tu sers, et moi, c'était vraiment la clé que j'ai appliquée. Je me suis dit, j'arrive là et je considère que c'est mon entreprise. Okay. Ça veut dire tout ce que j'aurais donné à mon activité, je le donne à cette entreprise-là. Sans rien garder, sans rien retenir, que ce soit en termes de compétences, de connaissances, de temps, d'argent. Je me suis dit, paye le prix comme si c'était ta propre entreprise. Fais les choses comme si c'était ta propre entreprise. Donne-toi comme si c'était ta propre entreprise. Donne tout ce que tu as comme si c'était ta propre entreprise. Et je me suis dit, il faut que tu le fasses. Tu as l'opportunité de le faire. Franchement, j'avais une telle soif de voir les choses avancer. Je ne peux même pas expliquer, mais je sais que dans mon cœur, je me disais, il faut que... Je t'assure, moi, on m'appelait l'œil du faucon. Parce que j'avais l'œil à 360 degrés sur tout ce qui passait. J'avais un mot à dire. Je voulais tout savoir, je voulais tout connaître, j'étais partout, j'avais les yeux et les radars partout au début. Right? Maintenant, c'est un peu différent. Mais j'étais vraiment... On m'appelait l'œil du faucon parce que rien ne passait à la trappe. Je me disais, non. Si c'est ta propre entreprise, comment est-ce que tu vas gérer? Comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas te comporter? Si c'est pour toi-même, comment est-ce que tu vas manager cette entreprise? Quels sont les résultats que tu veux voir? Quelles sont les personnes que tu veux voir impacter, en fait? Et c'est vraiment avec cet état d'esprit-là, en fait, que je suis partie au départ. C'était pas dans l'état d'esprit de « je veux gagner ». De toutes les façons, je le dis dans le livre, on sert à 3 dimensions. Ça veut dire avec ton temps, tes talents et ton argent. Ça veut dire que j'étais même celle qui était prête à mettre mes finances pour que cette entreprise-là puisse aller à un autre niveau aussi. Et quand tu dis qu'est-ce qu'on gagne, je vais te répondre parce que c'est une très, très bonne question. Au départ, ça semble être ingrat parce qu'au départ, tu vas te dire « oh, je gagne rien ». Mais je t'assure, c'est la meilleure des récompenses. Déjà, c'est la voie royale pour l'élévation parce qu'il faut savoir qu'une des grosses crises, si je peux dire aujourd'hui, qui empêche les gens de se déployer, c'est le fait de ne pas pouvoir avoir d'équipe, d'accord? Ou bien de ne pas pouvoir avoir des personnes qui les aident au départ. Parce que, mine de rien, l'entrepreneuriat, c'est un monde dans lequel tu as besoin de bras. Et tout le temps. Et les gens ne se rendent pas compte que... Parfois, les gens se plaignent, « ah, j'ai un mauvais employé, ah, j'ai personne pour m'aider. » Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est un principe. Si tu aides quelqu'un, il y a des personnes qui t'aideront. Wow. Si tu aides, ce que tu fais pour quelqu'un, comme on l'a dit, ce que tu fais pour autrui, quelqu'un d'autre le fera. Donc, si tu aides quelqu'un, sincèrement, oh, tu ne peux pas manquer de personne. Bon, on ne va pas trop en parler. Je vous recommande de lire La puissance du service. Et c'est un livre que j'ai à la maison, que j'ai lu, que j'ai dévoré. Et quand je l'ai lu, je me rappelle, le jour en question, j'étais rappelé. J'ai dit, mais c'est trop fort. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut retenir du service? Alors, ce que moi je veux que les gens retiennent, c'est que le service est une opportunité en or. Ça n'a pas la forme, ça ne vient pas emballer, d'accord? Et ça n'a pas que des joies. Certes, ça a aussi des peines, ça a aussi des moments de douleur. C'est pas, je veux dire, ce n'est pas au prix de rien, d'accord? Ça va te demander de payer le prix, ça va te demander d'investir du temps, ça va te demander de faire des nuits blanches parfois, s'il le faut. Ça va te demander en fait de mouiller le maillot pour quelqu'un. Et parfois, tu auras l'impression que les choses n'avancent pas, mais en réalité,
c'est vraiment une opportunité pour te former. C'est vraiment une opportunité pour transformer ta vie, en fait, et je dirais même ta destinée. Tu vois, parce que de cette expérience-là, si aujourd'hui j'arrive à voyager dans le monde entier, c'est grâce au service. Si aujourd'hui je suis auteur, c'est grâce au service. Si aujourd'hui je suis entrepreneur, c'est grâce au service et c'est grâce à cette dame-là, Maman Béa, qui m'a permis d'avoir... Et je vous atteste qu'elle voyage beaucoup. Qui m'a permis... Elle est parfois au Canada, aux États-Unis, Abidjan, Cameroun, Paris. Je peux malheureusement pas... Tellement de pays qu'elle visite. C'est ça, au fait, Servez. Parce qu'il faut rappeler que lors de notre rencontre, j'avais au fait aussi des questions sur le service, puisque je suis quelqu'un qui sert beaucoup, qui est très disponible pour les autorités, mais pas que. Hein. On me reproche, même mes proches me reprochent, particulièrement ma modèle unique, qui a l'habitude de me reprocher, de dire, mais t'es trop disponible pour des gens. Et puis parfois, à la fin, on te donne rien. J'ai dit, oui, je suis disponible pour des gens, mais je suis sûr que quelque part, ça finira un jour par payer et par revenir. Et je vous assure qu'il y a des endroits où je suis rentré et des sommes d'argent où j'ai touché, je m'attendais même pas à ça. C'est ça la beauté du service. À recevoir ces marques d'attention. Et même quand tu attends, je trouve que quand tu attends, en fait, tu reçois rien. Ouais, c'est hypocrite. Mais parce que tu vas finir par t'épuiser, en fait. Si tu attends un moment donné, tu vas dire, mais je reçois rien et tu vas abandonner. Et c'est un peu ce que les gens font. Ouais. C'est qu'ils vont faire 1 an, 2 ans. Ah, ça paye pas comme je veux. Ah, ça me donne pas ce que je veux. Ah, ça m'apporte rien. Et ils abandonnent. Pourtant, c'est totalement faux. Voilà. C'est totalement Tu n'as pas, et il faut rappeler que tu n'as pas écrit que sur les finances et plutôt sur le service. Et d'ailleurs, c'est même pas ton domaine de prédilection, au fait. Non, même pas. C'était vraiment un livre, je pense, pour... En fait, pour balayer la route, au fait. Même pas. C'est venu dans mon cœur comme une urgence, en fait, de mettre cette clé-là, parce que je me rendais compte que soit on sert peu, soit on ne sert pas du tout, soit on sert mal. Parce que moi, tu vois, je vais dire, je servais, j'avais l'opportunité, j'étais à l'église, j'étais dans des départements, j'avais des personnes que j'aurais pu servir, mais je ne le faisais pas, parce que je comprenais simplement pas que c'était une clé. Je ne comprenais pas que c'était une clé de destinée. Je ne comprenais pas que c'était une clé d'opportunité. Je ne comprenais pas que c'était une clé financière. Je ne comprenais pas que c'était une clé de transformation. En fait, je ne comprenais absolument rien. Je me disais juste, oui, tu sers et puis Dieu va te récompenser. Mais en fait, je ne comprenais pas du tout que c'est un non négociable et que c'est même un indispensable. Aujourd'hui, je vous assure, la plus grande richesse en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas tant de générer l'argent, c'est important, mais c'est vraiment ces personnes-là qui... En fait, dans la vie de laquelle voilà, tu peux investir et qui se retourne demain, qui te dit, pour toi, je peux faire ça. Voilà. Pour toi, je suis prêt à faire ça. Si c'est toi, je peux le faire ou je vais le faire. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, je ne peux pas salarier 30 personnes en une année, tu vois. Mais tu peux avoir 30 bras disponibles pour faire tellement de choses juste à cause du service. Il faut servir. C'est très important de servir. L'un des auteurs qui est aussi, il faut rappeler, tu es camerounaise, l'un de tes confrères, paix à son âme, il n'est plus Zakaria, qui disait que si tu sers pas un homme, tu te mens à toi-même, au fait. C'est clair. On sert Dieu à travers un homme, et je pense que c'est toi, malgré le fait que j'avais lu le livre de Zakaria sur la puissance, les succès spirituels, puisqu'il y a un chapitre qui parle du service, mais je pense que c'est ton livre, la puissance du service, qui m'a fait exploser la tête au point où je vous assure que vous avez en face de vous quelqu'un qui peut même voyager et venir au Congo rien que pour le service. Donc, ton domaine de prédilection, c'est les finances. Tout à fait. Wow. Mais avant de m'arrêter sur les finances, tu sais, je me rappelle d'une conversation qu'on a eue et je vais clôturer par là le chapitre sur les services. Parce que, vous savez, je me suis rendu compte que les services, et justement, c'était un peu, je pense, notre point de conclusion, que le service est même une clé, je vous assure, contre la mort prématurée, ou même contre la mort, avec l'histoire du roi. Celui à qui Élie va dire que le Seigneur m'a dit que tu vas mourir. Et à peine Élie est sorti, il se retourne, il dit, Seigneur, je t'ai servi avec fidélité. Et le même Dieu dit à Élie, va lui dire qui vivra, que je vais rajouter 15 ans. Celui qu'on a ajouté 15 ans. 15 ans sur sa vie. Mais il plaide avec quoi? Avec le service. Avec le service. Et je me suis dit, mince. Et il y a aussi un autre verset qui en parle, qui dit de servir Dieu, il bénira... Deutéronome 28. Il dit, si tu sers Dieu, juste, il dit, le pain et la farine, donc la base, donc les éléments primaires. Les éléments primaires, je me suis dit, mais en fait,
il y a un problème, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans cette histoire. Et en fait, c'est vraiment aller lire ce livre. Vous voyez, mais je pense qu'on tournera potentiellement. Parce que tu es de passage à Paris, donc je vais pas te lâcher. Je pense qu'on pourra demain ou après-demain revenir avec une émission et je pourrais ramener le livre pour qu'on en parle au fait en long et en large. Parce que je pense que c'est une clé. Si aujourd'hui, toi, tu arrives à écrire 25 livres et que tu arrives à aller partout, un peu partout dans le monde grâce à la puissance du service. Je pense qu'on peut tourner toute une émission là-dessus. Clairement. Où tu vas nous déballer un peu tes secrets. Comme ça, nous aussi, on deviendrait des puissants autrices. Après, franchement, je pense que c'est vraiment la grâce de Dieu de l'avoir compris. Et c'est une clé qui m'a, en tout cas, qui jusqu'aujourd'hui, je l'applique toujours. C'est une clé justement aussi, ou même dans les finances, comme on va le voir tout à l'heure, c'est une clé open door. En fait, c'est the key of the key. Ok, c'est incroyable. Voilà. Alors, tu es dans tout ce qui est finance. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu constates déjà chez l'humain, chez tes compatriotes, chez tes frères, hommes et femmes, hein, en ce qui concerne la gestion de l'argent? Est-ce que nous avons des mauvaises perception ou interprétation de ce qu'est l'argent avant qu'on ne parle de l'épargne, puisque notre émission logiquement porte sur l'épargne? Mais on va aller mollo. On a tout notre temps. Déjà, quel est ton constat aujourd'hui en ce qui concerne les finances? Quels sont les rapports, au fait, que tu constates? Est-ce qu'on a un mauvais rapport avec l'argent ou bien... Je dirais qu'on a surtout beaucoup d'ignorance. C'est pas vraiment volontaire, mais je crois que c'est lié en fait à un contexte et à d'autres implications que je peut-être un débat que j'aimerais pas, mais je crois que c'est peut-être aussi la volonté de, je sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais je dirais que c'est beaucoup d'ignorance surtout. Parce que les habitudes qu'on a, on les a pris étant dans notre cellule familiale et on les prend dans notre cellule sociétale. Donc, le problème, c'est qu'on reproduit ce qu'on a appris et on reproduit ce qui nous environne. Donc, c'est pas tant l'humain, mais je crois que c'est plus l'environnement et ce que la personne a appris qui influe. Et maintenant, cette personne attend qu'elle n'arrive pas à quitter cet environnement et à voir et comprendre autre chose. Bon, en fait, elle va simplement fonctionner dans ce qu'elle a eu l'habitude de faire. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est important d'avoir l'argent? Beaucoup d'argent. Pas forcément beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent, c'est pas mauvais, right? Avoir en abondance, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est surtout pourquoi avoir l'argent qui est important. Parce que avoir l'argent ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur. Avoir l'argent ne te donne pas plus de valeur. C'est toi qui apportes de la valeur à l'argent. Donc, avoir de l'argent, c'est bien. Mais qui a de l'argent, c'est encore mieux. Qui a de l'argent? Là, tu parles de la morale? Non, là, je parle de la personne qui détient l'argent. Ok, donc si c'est une bonne personne, il fera des bonnes choses. Si c'est une mauvaise personne... Exactement. C'est que l'argent amplifie, comme on le dit souvent, qui on est. L'argent ne me donne pas de la valeur. C'est moi qui donne de la valeur à l'argent que je transporte. Voilà. Mais déjà, tu entretiens beaucoup de personnes dans tes formations et autres. Quels sont les cas que tu rencontres beaucoup? C'est les cas des personnes qui ont du mal dans la gestion d'argent, qui ont du mal à créer une deuxième ou une troisième source de revenus? Alors, il y a un peu de tous les profils. Il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes avec leur gestion financière. Et il y a des personnes où c'est l'entrepreneuriat qui a ramené, d'accord, les problèmes financiers, j'ai pas envie de dire les mauvais investissements, mais le fait justement de ne pas avoir compris comment faire les choses dans la plupart des cas, a fait en sorte qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui se sont retrouvés en train de s'endetter pour faire des projets et parfois ça s'est mal passé. Et donc ces personnes-là reviennent vers moi et le plus important, c'est de faire comprendre à la personne que il faut peut-être qu'elle apprenne à réfléchir différemment de ce qu'elle a eu l'habitude de faire. Ça, c'est vraiment le plus grand combat, en fait. C'est quand tu vois quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans de fonctionnement, pour essayer de déconstruire et de lui dire, ah, en fait, c'est peut-être pas comme ça que tu aurais dû faire. Il entend, mais parfois, il comprend pas. C'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. Et c'est là où
on va te dire que l'argent, c'est vraiment une affaire de mindset. Ok. Parce qu'en réalité, ce qu'on fait de l'argent est le résultat de comment on pense. Ok. Donc, tant que je n'influe pas sur ma façon de penser, bah, en fait, tu ne peux pas influer sur le résultat, quoi. Ça veut dire que si j'ai eu l'habitude, par exemple, si j'ai un problème d'aller emprunter, au premier réflexe, si on me dit réfléchis, bah, mais réfléchis à quoi? Je ne vois aucune opportunité. Tu vois, parce que là, on me demande complètement de fonctionner à l'opposé des solutions habituelles que j'ai eu à avoir jusque-là. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça le plus difficile. Et je pense que dans tout, d'ailleurs, c'est vraiment le système de pensée qui est le plus difficile, en fait. Donc, le système de pensée, au fait, détermine même la gestion de finances. Donc, c'est très important d'avoir un mindset de quelqu'un. Ça détermine toute notre vie même, pas juste inclure les finances, oui, parce que c'est nous, en tant que personnes, qui sommes amenés à gérer, en fait, cette ressource. Donc, est-ce que tu as déjà rencontré des cas où des personnes ont eu du mal à développer une deuxième source de revenus? Parce qu'il faut rappeler aussi que quand je vous dis, elle a écrit vraiment 25 livres, hein, c'est pas des pipeaux, hein, c'est pas un bad buzz ou qu'on essaye de mettre là, non, non, non. C'est vraiment 25 livres et ça va dans beaucoup de domaines. Mais ce sont des domaines, au fait, oui, qui s'imbriquent un peu. qui s'imbriquent des uns sur des autres. Par Alors, exemple, là, est-ce que tu as rencontré des gens qui ont du mal à créer des sources de revenus? Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui, aujourd'hui, parfois, nous empêche de créer d'autres sources de revenus, en fait, en plus de ce qu'on gagne déjà comme revenu principal? Très, très bien. Alors, j'en rencontre tout le temps parce que j'ai justement, comme tu disais, une formation... Un livre, un livre et même une formation, un accompagnement, je dirais ça, où je parle, j'échange avec beaucoup de personnes, des temps de rencontre où j'échange avec beaucoup de personnes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui veulent mettre une deuxième source de revenus en place, une troisième, une quatrième. Mais ces personnes-là ne comprennent pas une chose de fondamentale, c'est que la réussite d'un projet dépend du porteur du projet. Ça veut dire qu'un projet est un projet à succès bien avant qu'il ne naisse. Pourquoi? Parce que la personne qui porte ce projet est elle-même une personne à succès. C'est lourd, hein? Ça veut dire que mon projet ne devient pas un projet à succès quand moi, je suis une personne qui n'aspire pas à avoir du succès. Ça ne peut pas fonctionner, en fait. Donc, au fait, la qualité de la personne détermine déjà... La qualité du projet. La qualité du projet détermine la réussite du projet. Tout à fait. Donc, au fait, l'argent a un rapport avec la qualité de la personne que nous sommes, en fait. Donc, si on est une personne qualitative, au fait, c'est juste une question de temps. Mais si on n'est pas une personne qualitative, écoute, adieu l'argent. Exactement. C'est pour ça que les gens vont souvent parler de la loi des correspondances. Tu vas voir des gens qui gagnent au loto. Qui gagnent au loto 15 millions, 20 millions. Voilà. Mais redeviennent pauvres. Voilà, et qui redeviennent pauvres. Pourquoi? Parce qu'en fait, la loi des correspondances va t'expliquer que tu n'attires à toi que ce que tu es en capacité de pouvoir gérer. Ça veut dire qu'une chose, c'est de vouloir avoir beaucoup. C'est pour ça qu'au départ, quand tu disais avoir beaucoup d'argent, je dis non, avoir beaucoup d'argent n'est pas le problème. C'est qui a beaucoup d'argent qui est le problème. Parce que ceux qui gagnent au loto, bien évidemment, ils ont des sommes importantes. Ils gagnent des 5 millions, des 10 millions. Mais les études montrent qu'au bout de 5 ans, plus de 75% d'entre eux. Mais moi, aujourd'hui, j'ai la mentalité de quelqu'un qui peut gérer 1 million d'euros. Mais malheureusement, l'argent ne vient pas. Non. Mais regarde, tu sais, le problème, ce n'est pas si tu as la capacité de gérer, c'est une chose. Mais tu dois devenir l'actif qui soit en mesure de générer 1 million d'euros. Waouh. Là, ça devient lourd. Hein? Ne vous perdez pas. Hein? Elle va tourner 3 ou 4 émissions avec nous. Elle doit nous expliquer bien ces concepts-là. C'est vrai, en fait. Tu vois, tu dois devenir l'actif qui est en mesure, qui vaut 1 million, en fait, pour que ça s'ajuste. Parce qu'à partir du moment où tu vaux 1 million, right? D'euros, hein? D'euros, que ce soit même de dollars, même 1 trillion. Non, d'euros. Que ce soit n'importe où, même de trillions, même 1 trillion d'euros, à partir du moment où tu deviens cet actif-là, tu vas le faire. Mais si tu essayes de le faire sans toi-même grandir et avoir cette valeur-là, tu vas le perdre. Mais qu'est-ce qu'il déjà faut mettre en place comme approche pour pouvoir être cette personne qui est capable d'attirer autant d'argent? Parce qu'au fait, on n'est pas dans une course effrénée vers l'argent, mais on est dans l'accomplissement de soi. Voilà. On est dans le devenir, au fait, dans une forme de réalisation de notre destin, de notre parcours.
qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour devenir cette personne qui est capable d'attirer 1 million d'euros par mois, qui est capable d'attirer 1 trillion d'euros par mois? Qu'est-ce qu'il faut faire? 2 choses que je vais partager avec toi qui sont indispensables. Il y a plusieurs, d'accord? Peut-être 3. Bon, j'allais dire 4 maintenant, je pense. Bon, on va aller à 2. Peut-être qu'on... On va y aller. La première des choses, c'est la façon dont tu penses. OK. D'accord. Parce que la plupart des personnes, devant une situation, ils voient toujours problème et jamais solution. Toutes les personnes qui réussissent à réaliser les grandes choses, c'est des personnes qui pensent toujours solution. Quel que soit le niveau de difficulté, ils pensent solution. Ça me rappelle une dame, pour ne pas te couper, que je tiens à saluer, Madame Flavie. Vraiment, merci. Mais tu sais que c'est aussi ça l'un des problèmes des personnes en mal de création de deuxième ou de troisième source. C'est qu'à la moindre difficulté, comme le système de pensée n'est pas en mode solution, on recule et on capitule. On abandonne en fait. La personne qui pense toujours solution, il va toujours finir par trouver une solution. Il va toujours finir par aller à un autre niveau en fait. Il faut activer le cerveau en mode solution. Et la deuxième chose que je vais toucher ici, tu sais, il y a quelque chose d'extraordinaire et ça me fait rire parce que c'était tellement real pour moi que c'est le dernier ouvrage que j'ai écrit, ou guide, je dirais que j'ai écrit, qui s'appelle « Comment rédiger un plan de vie ». Okay. Parce que j'ai vu une émission de Terry Savet et dedans, elle disait que 88%, je pense, des personnes n'ont pas d'objectif dans la vie. 68% les écrivent, mais ils ne les accomplissent jamais. 30% les écrivent, mais ils ne les checkent presque pas. Ils les suivent, mais pas de façon disciplinée. Et 1% écrivent leurs objectifs, les suivent régulièrement, mettent un plan d'action, se rassurent que ces objectifs sont atteints. Et ces 1%, ce sont tous des milliardaires. Waouh! C'est lourd. Et j'étais like, girl, where is my plan? Et ça t'a inspiré tout de suite un livre? Non, c'est pas que ça m'a inspiré, tu vois, mais en fait, ça m'a conforté dans l'urgence de le terminer. Voilà. Parce que je me suis dit, mais c'est bien d'avoir des objectifs, mais attends, on passe 3 semaines, on passe 6 mois, j'ai des parents, j'ai des groupes où j'ai des parents, et quand j'ai fait un petit sondage au mois de mai, et je leur demandais qui a planifié ses vacances depuis le début d'année. Et j'avais des parents qui me disaient moi. Et je me suis dit, mais attends, tu passes 6 mois à me planifier des vacances, mais quand tu mets qui a un plan de vie, personne ne te répond. Je dis, mais attends. Et après, on va se plaindre. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut se plaindre quand on passe 6 mois? Parfois, je vous assure, j'avais une belle-sœur, elle, chaque décembre, elle s'asseyait pour planifier toutes ses vacances de décembre de l'année là jusqu'à décembre de l'année d'après. Mais elle n'avait aucun plan de vie. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible de prendre autant de temps pour planifier des 3 vacances, semaines de vacances mais pas... et n'avoir aucun plan pour sa vie? Et dans sa vie, ne pas pouvoir dire à quelqu'un sur les 10 prochaines années, voici là où je compte arriver. Sur les 5 prochaines années, voici ce que je compte arriver. Voici ce que je compte réaliser. D'ailleurs, c'est ce qui t'a poussé au mois de juin de l'année passée, c'est ça? D'écrire? Non, ce mois-ci, le mois dernier. Ok, au mois de mai Au mois de mai. En fait, j'avais déjà commencé un projet dans ce sens parce que en début d'année, j'ai créé un espace, d'accord, pour échanger avec les différentes femmes sur justement différentes thématiques, inclus la finance. Et un des premiers thèmes vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder avec elle, c'était comment rédiger son plan de vie. Okay. Et c'était vraiment le tout premier événement du club que j'ai créé qui s'appelle la CBIS. Et c'était vraiment, pour moi, c'était ça n'a pas de sens que tu n'aies pas de plan pour ta vie, quoi. Et je me rappelle, lors de ce premier atelier, on a touché beaucoup de domaines et on est parti par saison, en fait, entre le 0 et 25 et trucs. Et en fait, bref, on a essayé de comprendre comment construire un plan de vie. Et 3 mois après, je me suis retournée, je me suis dit, qui a fait son plan de vie? Aucune d'entre elles. J'ai relancé. Qui a fait son plan de vie? Et ça t'a conforté, au fait, dans la conférence que tu avais suivie, que peu de personnes... Non, c'est après. Ça j'ai suivi sur le mois de mai, là. OK. Donc, non, j'avais déjà commencé. C'est pour ça que je dis, ça m'a juste mis l'urgence de dire, il faut que ça sorte. Parce que j'avais déjà un projet
de faire ce support-là parce que je me rendais compte que ce soit avec les formations, même les templates, bah, beaucoup n'arrivaient pas à vraiment se poser et écrire ce plan de vie correctement. Donc, j'avais beau expliquer un peu comment on pouvait écrire. Beaucoup me disaient, mais c'est flou, je comprends pas. J'écris, mais je m'en sors pas. Donc, je me suis dit, bon, OK. Je crois que la façon la plus simple, c'est de mettre en place un journal avec les différentes étapes où elles peuvent justement remplir, où c'est déjà pré-rempli et dans lesquelles elles ont juste besoin de remplir en fait par rubrique et par thématique Les cases, voilà, et par saison aussi. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent réaliser en réalité ou bien qu'est-ce qu'elles ont déjà réalisé. Parce qu'une chose, c'est de comprendre, je me suis rendu compte que c'est bien de dire à quelqu'un, lève-toi, mais en réalité, toutes les saisons qu'on a ratées nous rattrapent. Ça veut dire ici, la saison dernière, je n'ai pas appris à lire, à écrire, à compter. Bah, je suis dans une saison, on me dit, oh, il faut gagner de l'argent. C'est vrai, il faut gagner de l'argent parce que tu as une famille à nourrir. Mais gagner de l'argent ne va pas faire de moi quelqu'un qui sait lire, écrire, compter parce que j'ai décidé de gagner de l'argent. Donc, j'ai quand même une saison à rattraper qui est d'aller apprendre à lire, écrire et compter. Et donc, je me rendais compte que, bah, en fait, on traînait un peu ces bouts on va dire quoi, de challenge qui étaient dus au fait que, bah, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas su reconnaître les saisons de préparation. Et donc, là où il fallait apprendre un certain nombre de choses, on ne l'a pas fait. Et puis, il y a des personnes que tu rencontres, elles veulent gagner 1 million, mais elle ne veut absolument pas toucher un fichier Excel, elle ne veut absolument pas utiliser un logiciel, et elle veut gagner 1 million sur du papier. Elle veut faire une comptabilité sur le papier. Et... Ça, c'est la maladie de notre génération, quoi. Dans quel siècle est-ce que c'est possible? Parce que... Il y a des gens qui veulent devenir des millionnaires, mais ils ne maîtrisent rien du pack office, au fait. Voilà. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a des saisons où il y a des compétences qui n'ont pas été acquises et elles ont ces aspirations, mais sans se rendre compte des exigences qu'elles auraient dû avoir dans la saison précédente, bah, en réalité, elles vont juste cumuler des frustrations. Donc, et quand j'essayais un peu de construire le plan de vie avec elles pour comprendre bah, qu'est-ce qui a déjà, par exemple, été fait à tel niveau, qu'est-ce qui n'a pas été fait, je me rendais compte qu'elles avaient vraiment du mal à savoir, à comprendre ce que j'essayais de leur expliquer, même si j'avais des fichiers avec lesquels je dispensais des cours. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'était de faire vraiment un guide de 0, ça va jusqu'à 90 ans. Et c'est vendu à combien? Bah, il est... Puisqu'on va en parler, hein. Vous allez dire, mais pourquoi tu coupes l'invité? Je coupe parce qu'il faut qu'on aborde la partie très intéressante liée à l'épargne. Et on a pris l'initiative avec toi de revenir sur une émission typiquement, plutôt une émission consacrée à comment programmer sa vie. Ensuite, une autre émission sur la puissance du service où tu vas nous apprendre des astuces sur comment déchiffrer. Donc, le livre est vendu à combien? Alors, il coûte 55 €. OK. Disponible sur Amazon? Il est disponible sur Amazon. Il est disponible sur nos plateformes aussi, www.hpis.store. Mais sur nos plateformes, www.hpis.store, il coûte 55 €. OK. Maintenant, parlons un peu de l'épargne. Est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont dit qu'ils avaient des difficultés à épargner? Oui, bien sûr. J'en rencontre régulièrement. Et c'est quoi les erreurs primaires qu'on fait lorsqu'on décide d'épargner de l'argent? Alors, il y a beaucoup d'erreurs, vraiment énormément. Mais je pense que l'une des erreurs premières, c'est déjà de ne pas avoir d'objectif clair. Parce qu'en fait, il faut comprendre que tout cycle de création de richesse commence par la clarté. Ça veut dire que si je n'ai pas un objectif clairement défini que je veux atteindre, en fait, pourquoi est-ce que je vais épargner? Je vais juste me faire plaisir. Et en fait, beaucoup de gens vont privilégier le plaisir immédiat parce qu'il n'y a pas d'objectif réel en face. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, les gens n'épargnent pas parce qu'ils ont une mauvaise gestion. OK? Ça veut dire, dans tout le sens du terme, vraiment, c'est des mécanismes, en fait, qu'ils ignorent ou qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'appliquent pas. Et dans la troisième partie, c'est vraiment la discipline. D'accord? Parce qu'il y en a qui ont, mais ça demande quand même de la discipline. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais il y en a pour qui ça reste une discipline qui n'arrive pas à appliquer. Donc, pour moi, c'est vraiment aujourd'hui les plus grandes raisons que je peux voir se répéter, en plus de l'ignorance qui vient vraiment en tête. L'absence d'éducation financière et l'ignorance reste vraiment le maître mot.
Mais derrière ça, tu vas te rendre compte que ça englobe un peu tout ça, ça englobe vraiment les objectifs. Quand tu sais réellement pourquoi est-ce que tu dois mettre 7 euros de côté, bah, en fait, ça fait la différence. Là où tu vas te trouver des excuses, bah, tu sais, il y a une chose que je dis souvent aux personnes, et c'est très drôle, c'est que parfois quand quelqu'un me dit j'arrive pas à épargner, cette personne, elle t'explique une réalité, et c'est vrai. Sauf que je lui demande, est-ce que ton loyer est payé? Elle dit oui. Est-ce que ta carte de transport est payée? Elle te dit oui. Est-ce que tu as réussi à manger dans le mois? Elle te dit oui. Je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte que ton épargne est une dépense et non la dernière charge qui vient après tes dépenses? Le jour où tu commences à considérer ton épargne comme ta première dépense, avant ton manger, avant ton bailleur, Avant ton bailleur, ton titre de transport. bah, en fait, si tu as réussi à payer les autres, tu vas juste tu vas trouver le moyen de la payer si c'est une dépense, en fait. Voilà. Mais c'est juste parce qu'on considère ça comme un bonus, en fait. On considère ça comme Donc, on doit considérer l'épargne comme une dépense. une option, voilà. On ne considère pas ça comme une priorité. Et ce que j'essaye un peu de leur expliquer, que tant que ton épargne reste facultatif, tes résultats aussi restent facultatifs. Tant que ton épargne est une priorité, tes résultats deviennent une priorité. Mais est-ce que tu as quelques secrets que tu peux nous donner, tu peux nous mettre à disposition en ce qui concerne l'épargne? Alors, deux choses fondamentales, c'est qu'il faut que tu comprennes que si tu as un revenu supérieur à 0 euros, tu peux épargner. C'est un peu- Donc, même 1 euro. Même 1 euro. Sur chaque 1 euro, sur chaque centime même qui entre, tu dois avoir un plan d'épargne. Est-ce que c'est pas pour faire beau ou pour exagérer? Non, c'est pas pour... Justement, mais tu sais, justement, c'est cette discipline-là que ceux qui arrivent au milliard ont, que nous, on n'a pas. C'est ça la différence, en fait. C'est-à-dire ils sont Parce que- capables d'épargner même 1 euro. Oui, c'est la discipline de se dire... Deux choses, c'est la discipline et la connaissance. Tu sais, une fois, je disais à une cliente, tu sais, si je te donne 10 euros, et je donne 10 euros à Bill Gates, tu sais que en un mois, en 2 jours même, vous n'aurez pas le même résultat. Parce que toi, si je te donne 10 euros, tu vas mettre dans ton porte-monnaie et fermer. Mais si lui, je lui donne 10 euros, on est d'accord que dans 2 jours, ça ne peut jamais être le même résultat. Il va chercher à acheter quelque chose. Non, le gars aura décuplé ça il y a longtemps. Pourquoi? Parce que à chaque billet qu'il va recevoir, il a un mécanisme dans sa tête, en fait. Il a un plan Il a défini. déjà, voilà, il sait, il a déjà où une est-ce que destination. les 1 euro vont aller? Exactement, il a déjà une destination prédéfinie. Donc, si on veut épargner, il faut qu'on ait des idées très claires en ce qui concerne Je te dis, notre épargne. le Et non premier juste mettre de cycle de- l'argent à la maison. épargner ne te rend... En fait, épargner, Ou à c'est le la niveau le banque, plus hein. basique, en fait, tu vois. Épargner, c'est le premier palier. Mais mettre de l'argent à la banque ne te rend pas riche. C'est ce que la parabole des talents nous dit. Il dit, le dernier, il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent. Mm. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, il fallait au moins mettre mon argent en banque et j'aurais retiré Avec, avec les intérêts. Donc, pour dire que la banque, c'est le plus bas niveau d'investissement que tu peux faire, mettre ton argent en banque. C'est le plus bas niveau d'investissement parce que des 3 autres, c'est le conseil qu'on a donné à celui qui était le plus feignant. Donc, si ton argent... Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de l'argent en banque. Souvent, les gens me disent, mais ça veut dire que je ne dois pas avoir de l'argent en banque. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que si ton argent est réservé juste pendant des années à être tassé en banque, bah, en fait, tu il y a perds. un problème, oui. Parce que quand tu vas te retourner, et c'est pour ça d'ailleurs que les taux de rémunération, que ça c'est les livrets A, c'est ce type de produits-là, ce sont les plus faibles en fait, parce que c'est celui qui travaille le moins qui laisse son argent dormir en banque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut injecter l'épargne dans des projets ou bien... Très, très bonne question. Alors, et je reviens à ce que je voulais dire à propos de l'épargne. L'épargne doit servir principalement à 2 choses, ou 3, si je dirais. La première, c'est à construire la personne que tu es. Parce que qu'importe le niveau d'épargne que tu as, si toi-même, comme j'ai dit, tu ne deviens pas l'actif qui est en mesure d'aller chercher plus ou bien de maintenir ce niveau-là. C'est ça que parfois, tu vois, quelqu'un il peut perdre son boulot et puis tout son monde s'écroule. En fait, c'est quelqu'un qui a épargné, mais qui n'a pas grandi. Il faut que ton épargne... C'est pour ça que quand les gens me disent souvent, qu'est-ce que je dois faire avec mon argent? J'ai épargné, mais qu'est-ce que je dois faire avec? Je lui dis, c'est pas la bonne question en fait. Et c'est un peu ce que j'explique dans mon livre, que faire de mon épargne. Le premier palier d'investissement de ton épargne, c'est savoir
que faire avec son épargne, c'est pas mauvais. Dans quoi est-ce que je vais mettre mon argent? C'est logique. Dans quoi est-ce que je dois investir? Totalement d'accord. Mais le premier palier, c'est qui est-ce que je dois devenir? Parce que tu ne peux pas vouloir devenir millionnaire avec les compétences d'un portier. J'aime beaucoup cette phrase que je crois que c'est... Comme il s'appelle déjà, qu'il avait dit une fois. Il avait dit, tu ne peux pas devenir millionnaire ou directeur d'entreprise, je pense, avec les connaissances d'un portier. Pour dire que tu ne peux pas vouloir avoir le niveau ou aspirer à construire des millions avec la connaissance de quelqu'un qui touche le SMIC, tu vois. C'est pas péjoratif, mais c'est vrai. C'est pour dire que s'il y a quelqu'un qui touche le SMIC et il y a quelqu'un qui touche 10 fois plus un salaire de directeur, bah, la différence entre les deux, c'est la croissance. C'est ce que lui, il a appris, c'est ce qu'il a mis en place. Donc, si tu veux son standard, il faut être prêt à quitter de là où tu es pour arriver là où il est. Donc, statistiquement, l'une des premières choses que tu dois construire avec ton épargne, c'est la personne que tu visualises dans ta tête. Waouh, c'est lourd, hein. Et c'est par là que, malheureusement, hein, faute de temps, on est déjà plus d'une heure si je me trompe d'émission. Mais on va revenir sur la question en long et en large parce que je pense tourner 3 émissions prochainement et on va tourner une émission spéciale sur l'épargne parce qu'on aimerait apprendre. On aimerait vraiment apprendre. Vous savez, tout ce qu'elle a écrit ne peut malheureusement pas être dit sur une seule vidéo. C'est la triste réalité. 25 livres ne peuvent être résumés même en 25 vidéos, c'est impossible parce que le temps de lire un livre, ça peut te prendre une journée, tout dépend de ce que tu fais, ça peut te prendre une demi-journée. Donc, ce qui va te dire, on va aller mesure par mesure, coudée par coudée. Et je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à aller sur Amazon. Déjà, c'est quoi ton nom d'auteur? Parce que moi, je l'appelle... Faut parler de ma plateforme. Ok, n'oubliez pas d'aller sur sa plateforme, HBusiness. Moi, je l'appelle... hbiz.store. hbiz.store. Moi, je l'appelle Amélie Lydie parce que c'est son nom. On sait pourquoi c'est son nom. Mais... Ces livres sont écrits sous... Amélie Akomo. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur Amazon, puissance du service, comprendre les temps et les saisons, comment planifier sa vie. Il y a tellement de livres. J'en ai plus de 5. Et je l'avais dit déjà que j'achèterais tous les 25 livres parce qu'il faut que j'aille ingurgite. Vous savez, j'aime lire. Je dois prendre. Et peut-être demain, après-demain aussi, donner comme elle. Donc, on se dit à très bientôt, la famille. Toujours Nakadra Yebelardo. Vraiment, n'hésitez pas à endommager votre ignorance. C'est très important. Vous avez compris? Moi, personnellement, je ne savais pas que le but de l'épargne, en fait, c'est de développer qui nous sommes. Parce que, en fait, l'argent ne vient pas parce qu'on épargne, mais l'argent vient parce qu'on devient une meilleure version de nous. Et j'ai aimé ça. Et j'espère que vous aussi, vous avez aimé ça. Donc, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Yebelardo. Toujours.